Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui au micro, Peggy Testelin qui va vous partager tous ses conseils recrutement. Elle est directrice du cabinet de recrutement Alphea Conseil qui se trouve à Lille. Et alors, Peggy, c'est un peu particulier puisqu'en fait, on s'est rencontrés au lycée. On a passé notre année de première ensemble et on s'entendait vraiment super bien. Et puis la vie a fait qu'on s'est perdu de vue pendant longtemps. À l'occasion, parce qu'on habite dans la même région, on s'est recroisés, mais dans un contexte autre que professionnel. Et grâce à ce formidable réseau qu'est LinkedIn, on s'est retrouvés il y a quelques temps. On a déjeuné et on s'est vraiment rendu compte que on avait les mêmes convictions, la même vision du changement professionnel, du monde de l'entreprise. Et donc, quand il fallait choisir une interlocutrice à interviewer sur ce sujet, une experte, j'ai forcément pensé à elle. Et alors, je ne pensais vraiment pas qu'on s'éclaterait autant dans cet épisode. On a passé un bon moment, je pense, toutes les deux. Et surtout, j'espère qu'il vous apportera éclairage et conseils dans votre recherche d'emploi. Alors, je vous souhaite une superbe écoute et je remercie encore Peggy parce que c'était vraiment un bon moment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, aujourd'hui, j'accueille Peggy Testelin. Elle est directrice d'un cabinet de recrutement. Elle a un parcours, il me semble, un petit peu atypique. Elle est passionnée par son métier et je suis convaincue qu'elle va nous donner d'excellents conseils aujourd'hui. Alors Peggy, merci d'avoir accepté l'invitation. Veux-tu bien te présenter ? Bon, merci Émilie, en tout cas d'avoir pensé à moi. Effectivement, donc, je suis directrice aujourd'hui d'un cabinet de recrutement depuis quelques mois, enfin ça va faire 1 an maintenant. Et auparavant, j'ai une vingtaine d'années d'expérience plutôt en entreprise. Avec alors 2 temps forts dans ma carrière. Un premier sur le retail, où j'étais directrice de magasin pendant une dizaine d'années. Et une autre partie où j'ai eu la chance d'intégrer, en tout cas on m'a fait confiance, et d'intégrer des équipes du siège sur la partie recrutement. Donc, j'ai démarré comme ça quelques années sur des recrutements, des métiers que je connaissais bien puisque j'ai recruté des directeurs de magasins. Et ensuite, j'ai basculé côté logistique où j'ai eu la chance d'occuper un poste de RRH, donc beaucoup plus généraliste, que j'ai découvert sur le tas. Encore une fois, on m'a fait confiance. Donc c'est un métier que j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et le hasard a fait que je côtoyais beaucoup de cabinets de recrutement. Alors, hasard ou non, vous allez dire non, finalement, dans mon métier. Mais j'ai surtout, ma dernière expérience, croisé un cabinet qui m'a plutôt marqué dans la façon d'accompagner, que ce soit les clients comme les candidats. Je m'y suis fortement retrouvée. Et arrivé à une quarantaine d'années, on a besoin d'être aligné. Et donc, c'était un de mes prérequis indispensables pour poursuivre la deuxième partie de ma carrière professionnelle. Alors, c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais on arrive à un âge où il faut y penser. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Donc, voilà. Et en fait, j'ai passé cette étape, on va dire, osée. Prendre ce virage et fort de mon expérience de 20 ans en entreprise, m'a basculé côté cabinet. Alors souvent, ceux qui commencent leur expérience professionnelle en cabinet n'ont qu'un objectif, c'est de basculer en entreprise. Moi, j'ai fait l'inverse. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients avec ma connaissance de l'entreprise et de tous les paramètres à prendre en compte. Les candidats également. Et surtout mes consultants, puisque voilà, je suis accompagnée de 5 consultants au sein de mon cabinet qui est sur Lille, qui est Alphea et qui accompagne, en tout cas une grande vocation, c'est d'accompagner plus que de recruter et d'échanger plus que d'entretenir avec les candidats comme les clients. Ouais, du recrutement comme on aime le voir maintenant. On a évolué dans les méthodes et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Mais notre rôle aujourd'hui, finalement, au sein du cabinet, c'est d'impulser ça vis-à-vis de nos clients, d'essayer d'enlever un petit peu les codes classiques. Et vraiment, alors c'est drôle qu'on en parle, mais je suis en train de réagencer mon cabinet, ce qui a un petit peu perturbé mon dirigeant qui est plutôt classique, mais parce que j'ai fait des espaces de coworking.
il n'y a plus de table. Il n'y a que des petits salons. Parce que je ne veux plus ce principe de table entre le recruteur, le candidat. Enfin, voilà, la distance, Voilà, je veux plus de distance. Et donc, c'est vrai que dans un premier temps, quand on rentre, on ne se sent pas dans un cabinet de recrutement. Et c'est ce que je voulais finalement. On se sent dans un salon, dans plusieurs salons. Mais ça permet aussi à ce que les gens se sentent bien. Et on sait que quand on est bien, on donne souvent le meilleur de soi-même. Donc, voilà. Tu n'as pas une approche qui consiste à mettre en difficulté le candidat et pas du tout. Plutôt l'inverse, se dire que tu vas vraiment pouvoir voir de quoi il est capable si tu le mets à l'aise, parce qu'il aura toutes ses compétences et toutes ses qualités à disposition. Et finalement, sans s'en rendre compte, il me donnera tout ce que j'ai envie de savoir et même plus parfois. Ouais, j'imagine. Alors, juste, c'est quoi ta formation de base ? Alors, ma formation de base, j'ai un doc de sociologie. Ouais. Donc avec une carrière qui me prédestinait, en tout cas, j'ai fait ça pour être professeur des écoles. D'accord. Donc, rien à voir. Arrivé exactement là où tu pensais arriver. Non. Et donc, on voit dans ton exemple que la mobilité interne a joué plein pot avec toi. Tu as eu la chance de gravir les échelons dans ta précédente entreprise, enfin ta première entreprise en tout cas. Oui, c'est ça. Comment tu vois ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore dans les entreprises efficaces, efficient, la mobilité interne ? Alors, oui, et heureusement. Maintenant, il faut rassurer aussi les entreprises de déceler, d'avoir cette capacité à déceler des potentiels. Alors, c'est pas pour me mettre en avant, pas du tout, mais d'oser aussi prendre des risques. Parce que finalement, à un moment dans notre carrière, qu'elle soit lisse ou sinueuse, on a toujours plus ou moins croisé une personne qui nous a fait confiance. On a tous démarré notre carrière professionnelle en sortant de plus ou moins longues études, et il y a quelqu'un qui a osé, qui s'est dit tiens, j'y crois. Il faut continuer à le faire. En tout cas, moi, j'invite fortement mes clients parce que quand on les a dans un premier temps en échange, qu'on appelle chez nous un brief client, où ils vont nous faire part de leurs besoins. Ma première question, c'est est-ce que vous avez identifié des profils en interne ? Alors, vous allez vous dire, c'est un petit peu bizarre parce que elle se coupe un peu. C'est pas dans ton intérêt. C'est pas dans mon intérêt et elle se coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais si je la pose pas maintenant, cette question, et potentiellement, moi, je vais travailler dessus et dans 2 mois, alors j'espère avant, je vous rassure, je suis plus rapide, mais en tout cas, mon équipe est plus rapide. Mais de dire, au fait, on n'y avait pas pensé, mais on a un tel qui est potentiel et qui serait intéressé. On perd un peu de temps. On perd du temps. Enfin, lui perd du temps, moi, je perds du temps et c'est pas l'intérêt. Donc, des fois, en osant poser la question, des fois, ils ne se le sont même pas posé, cette question. Parce que, alors, vous allez me dire, dans des entreprises, la revue de personnel n'est pas systématique. Qu'est-ce qu'on fait des entretiens annuels ? C'est peut-être pas forcément optimisé. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais l'idée, voilà, c'est déjà de dire, est-ce que vous avez peut-être quelqu'un que vous avez envie d'accompagner, de faire grandir ? Et de comment vous pouvez l'accompagner et le faire grandir. Et puis se dire, après tout, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a toujours la possibilité de revenir sur son ancien poste. Et en tout cas, quand on fait confiance, et c'est le cas, j'ai croisé des personnes qui m'ont fait confiance, à chaque fois, j'ai eu toujours la même réaction, c'est « t'es sûr, mais je ne saurais pas le faire ». Et on m'a dit « mais si ». Et on a une forme de loyauté qui fait qu'on va donner 300% parce qu'on n'aura pas envie de décevoir, déjà de un, la personne qui nous a fait confiance, et puis ça va nous donner envie de donner raison à la personne qui nous a fait confiance, et ceux qui avaient des doutes, de leur prouver qu'ils n'ont pas à avoir de doutes. Donc on essaye de l'initier un maximum vis-à-vis de nos clients. Ça existe encore, vraiment. Maintenant, il faut l'impulser. En fait, c'est comme tout, quand il y a des zones d'ombre ou de réticence, il faut essayer déjà de les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, on y a moins peur. Et puis après, c'est de les accompagner et de l'amener. Donc j'ose espérer. Et ça, il faut y croire. Et même quand on est dans cette réflexion, dans une entreprise dans laquelle on se sent bien,
où on a identifié des postes qui nous font rêver. Voilà, je pense à un comptable ou qui veut peut-être être commercial. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Et une fois que c'est verbalisé, c'est de se dire, avec son entreprise, avec son manager, comment on s'y prend, c'est quoi finalement le parcours pour y arriver. Ça donne de la projection. Et si c'est pas possible, ça donne aussi une clé d'entrée en disant, voilà, moi, l'étape d'après, du coup, je la connais. Oui, alors moi, c'est vrai que ça fait maintenant 9 ans que je suis sortie de l'entreprise. J'avais la chance d'être dans une entreprise qui vraiment était très active sur la mobilité interne. Moi, j'étais au marketing et j'ai recruté des conseillers commerciaux à des postes d'assistants marketing qui aujourd'hui sont chefs de produit, voire pour certains qui managent des équipes sans avoir une formation marketing au départ. Donc, c'était à l'époque faisable. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est peut-être un peu plus délicat, mais c'est pour ça que je te pose cette question, parce que je ne suis pas tout à fait au clair là-dessus. En revanche, ce que je ressentais très fortement à l'époque, et ça m'a toujours beaucoup hérissée, c'est cette sensation. En fait, j'avais l'impression que j'avais fait du marketing dans le secteur financier, j'étais condamnée, entre guillemets, à faire du marketing dans le service financier. Ce que j'avais observé, c'est qu'il y avait quand même des métiers, notamment des métiers en tension, type Internet, où là, il y avait la possibilité de switcher et de partir dans le retail, dans autre chose, et de changer un peu l'environnement. Mais moi, personnellement, j'avais la sensation qu'en dehors de travailler chez un concurrent, ça allait être compliqué de sortir de cette case. Par ailleurs, j'ai déjà eu des clients qui m'ont fait des feedbacks de j'ai passé un entretien de recrutement et en fait, on ne m'a pas pris parce que je ne connais pas le logiciel machin chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me choque. Donc moi, aujourd'hui, 50%, on va dire, de mes clients sont des personnes qui vont chercher à se reconvertir. Alors, ça va être plus ou moins une grande reconversion, mais qui vont chercher à se reconvertir. On va avoir identifié dans le cadre du bilan des compétences qu'on peut transposer, qu'on peut imaginer transposer dans un métier qui est différent, mais finalement pas tant que ça. Notamment aussi en intégrant parfois l'associatif. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a un métier très administratif en ce moment, mais qui, par ailleurs, est très, très active dans des associations, qui est très entreprenante, qui mène des projets, qui gère des projets à grande ampleur, mais ce n'est pas dans le cadre de son travail. Donc, on voit qu'elle a de grandes compétences complémentaires qui peuvent l'amener à des métiers qu'elle pourrait parfaitement exercer. Seulement, aujourd'hui, si elle convoite ce type de mission, aujourd'hui, elle n'a pas l'expérience passée, elle n'est pas dans les cases, quoi. Donc, comment tu vois les choses ? Quels sont les conseils que tu peux donner à ces profils un peu atypiques ? Alors, je te rejoins à plus de 100% sur le constat. Effectivement, on a aujourd'hui une lecture qui est très basique finalement d'un CV et même d'un process de recrutement. Alors, le marché s'est inversé, c'est une réalité invraisemblable. On a aujourd'hui les codes, en tout cas quand on est cabinet de recrutement, qui se sont un peu bousculés. C'est-à-dire qu'auparavant, on diffusait l'annonce du client sur différents job boards et on avait cette magie de retour de candidature qui nous parvenait. On avait juste un tri de candidats à réaliser. Sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que sur une annonce, si on a 10 profils qui candidatent, c'est bien. Et sur les 10, je vous avouerai qu'il n'y a pas un beau taux de transformation. Donc ça arrive, mais c'est rare. Notre rôle aujourd'hui, il est essentiellement d'aller chasser, d'identifier, et les outils ont changé. Donc nous, on est bien au fait de ça en tant que cabinet. Notre client l'est moins parce que notre client n'est pas un recruteur et un opérationnel. Donc il n'a pas ces codes là, il va lui rester sur ses basiques, ses classiques, ce qui va le rassurer lui. Et ce qui le rassure lui, c'est la lecture d'un CV. Et ce qui va le rassurer, c'est de voir les termes de son quotidien. Et donc, effectivement, je te rejoins avec un logiciel, avec un nom de WMS, avec un nom où il dit, ça y est, il connaît. Et quelque part, ce qui est
plutôt un signe à prendre en compte, c'est je vais gagner du temps. C'est finalement, il connaît le process, il connaît la bécane, ce sera de temps en moins finalement à l'accompagner et à le former. Et nous, notre rôle régulièrement, c'est de lui montrer des profils qui ont tout un panel d'expériences où on peut faire le parallèle avec ce qu'il recherche. Mais il faut qu'il y ait vraiment une confiance qui s'est installée avec le cabinet. Et d'où l'importance aussi dans l'écriture d'un CV ou d'un profil LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, au-delà du CV, les recruteurs et aussi les clients ont pris ce réflexe, c'est quand on va identifier un potentiel candidat, on va lui donner le nom, il va aller voir le profil LinkedIn. Donc, vous avez du coup 2 choses à bien travailler quand vous allez vouloir revenir sur le marché du travail, alors soit pour une nouvelle aventure, une reconversion ou autre, c'est votre CV, mais votre profil LinkedIn, et j'ai envie de dire, et surtout votre profil LinkedIn. Parce que ça passe par là. Donc, au plus votre profil LinkedIn il sera clair dans ce que vous allez indiquer, dans les expériences, et qu'il soit aussi en cohérence avec votre CV. Vous allez dire, c'est une évidence. Parfois, on peut avoir quelques différences. Et donc, il faut que ça soit cohérent en termes de date, de chronologie. Et donc, tous ces éléments... Il y a 2 parties, soit on va être très explicite et on se ferme, soit on est un petit peu plus généraliste et ça permet d'ouvrir d'autres domaines pour ne pas rester que dans de la finance, que dans de l'IT ou que dans vraiment des domaines un petit peu plus larges. Mais encore une fois, c'est aussi notre rôle en tant que cabinet accompagnateur de vous le faire évoluer finalement. Nous, on va avoir un regard qui va être différent du client. Quand on va vous chasser, excusez-moi du terme, mais c'est le terme qu'on utilise, mais on va vous le dire. Et quand on aura échangé et on aura identifié que vous êtes potentiellement, en tout cas, un profil qui va rentrer en adéquation avec le besoin de notre client, nous, notre rôle, ça veut dire, par contre, là, on va retravailler ça, parce que si on le présente comme tel, le client en général qu'on connaît bien, il aura des freins. Et on a des clients qui, ne serait-ce que sur CV ou sur dossier qu'on va leur transmettre, vont nous dire non. C'est très frustrant pour nous aussi, vraiment, parce qu'on a envie de dire, mais vous l'avez même pas vu, la personne. Et c'est là où il y a un grand débat de recruter son CV. Alors là, honnêtement, je vais vous le dire, on n'est pas prêt. Vraiment, il n'y a pas assez de maturité chez nos clients pour le faire. Donc, on peut filouser, on peut dire que votre CV est en cours de rédaction, mais à un moment, il va le demander. Donc, c'est pas possible. Alors, tu disais au tout début que le marché s'était inversé. Comment tu expliques ça ? Alors, je pense qu'à la sortie de la pandémie, on s'était tous plus ou moins dit, alors quand on était entre nos 4 murs, que ça allait être compliqué, qu'il allait avoir une crise économique, qu'il faut garder son boulot. Et finalement, ce qu'on a vécu a ouvert la porte des possibles à beaucoup. Et ils se sont dit, mais moi, en fait, j'aime pas ce que je fais, je veux pas faire ça, j'ai qu'une vie, je veux faire autre chose. Et il y a eu beaucoup de départs. Donc beaucoup de besoins de recrutement. Et donc les candidats l'ont bien compris. Et donc ils ont le choix aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de mes candidats qui attendent d'avoir des fois 1 ou 2 offres, voire 3, pour comparer. Vu que le marché s'est inversé, forcément l'offre et la demande fait que leur coût aussi, leur prétention salariale s'est vue aussi augmenter. Nous, on l'indique à notre client. Sauf que notre client, cette inversion, ce changement, il ne le perçoit pas, ou il le perçoit que quand il est dans le dur et quand il est face à une difficulté de recrutement. Et donc, nous, on doit vraiment les accompagner
en se mettant aussi en position de vente, finalement. Il n'y a plus que le candidat qui est dans cette position, mais il faut que l'entreprise donne envie. Moi, j'ai un élément fort qui m'a marqué quand j'étais en entreprise et quand je recrutais pour mon entreprise, puisque j'étais dans de l'interne avec mes clients internes. Et j'ai un jeune profil qui, lors de l'entretien, m'a questionné sur toute la partie RSE de l'entreprise. J'étais pas prête. J'avais pas bossé le sujet. J'avais bossé tout le sujet sur son poste et sur l'entreprise. Alors avec une casquette RH, pas opérationnelle. Donc j'avais toute ma limite dans mes réponses, par respect pour les opérationnels. Mais la question du RSE, je l'avais pas bien préparée. Je me souviens que j'étais partie voir mon service commercial qui avait plus l'habitude de mettre en avant le RSE en disant écoute, faut que tu me drives parce que j'étais à court d'arguments. Et il a bien ressenti, ce candidat, qui est un bon profil, où l'opérationnel m'a dit on va lui faire une offre, donc tu peux lui faire ça. Hop. J'appelle le profil. Et là, il me répond, il y avait une vingtaine d'années, non, mais ça ne m'intéresse pas, vos engagements à RSE ne m'ont pas convaincu. Un grand moment. Un grand moment, ça a été une grande leçon pour moi, où j'ai dû dire à l'opérationnel, j'ai pas été convaincante. J'ai pas été convaincante, mais parce qu'en plus, mon entreprise n'avait pas non plus, je pense, d'action qui faisait que ce jeune profil, finalement, il était intéressé par un poste, mais au-delà du poste, il y avait un besoin de rejoindre une entreprise avec un vrai rôle sociétal, vrai engagement, des valeurs. Et aujourd'hui, moi, je me prépare mes clients en disant attention, votre poste, oui, il est intéressant, mais les candidats aujourd'hui vont comparer l'entreprise, les actions, la cohésion d'équipe, au-delà aussi, même des avantages de rémunération et des à côté tels que le télétravail. Donc, dans un échange, aujourd'hui, le client est aussi limite à la même égalité, j'arrive pas à trouver le terme, mais en position d'égalité finalement vis-à-vis du candidat. Il n'y a pas une position de force. Et ce que j'indique aussi souvent à mes clients, le temps c'est moi qui ai le dernier mot et c'est moi qui aurai quelque part le droit de vie ou de mort sur la suite du process, c'est un peu terminé. Ça, c'est fini. Ouais. Et tant mieux. Et tant mieux. Ouais, avant même que ça change, j'essayais au maximum de préparer mes clients justement à se positionner de cette manière-là, à pas être dans un rapport de si jamais j'ai pas ce poste-là, c'est la fin du monde, quoi, entre guillemets. Donc vraiment être dans un rapport égalitaire, une conversation qui va mettre en convergence des compétences par rapport à un besoin. Et donc c'est une bonne nouvelle que ça change de ce point de vue-là. Du coup, moi, j'aurais tendance à penser, bon là, en gros, sur le marché, c'est un peu, si je prends l'image de l'immobilier, il y a ça qui m'est venu. Finalement, c'est comme si beaucoup de maisons sont en vente en ce moment, donc il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de changements. Et là, du coup, ce que tu me dis, c'est que pour trouver des nouveaux acquéreurs, c'est pas évident. Et j'imagine que du coup, les entreprises sont amenées à revoir un peu leur copie justement sur ce sujet. C'est encore compliqué. Ça tout dépend encore une fois du profil qu'on a quand on a le client. Est-ce que c'est un opérationnel ou est-ce que c'est une fonction RH ? Vraiment, ça joue. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, la fonction RH va être plus open. Elle va être plus au fait en fait de la difficulté. L'opérationnel, il est expert dans son domaine et il va recruter. Il va recruter un clone, quoi. Voilà. Et puis lui, il pense toujours à la productivité, au retour sur investissement. Voilà, on est animé par les chiffres sur les opérationnels. Alors je ne dis pas que sur la partie RH, on ne l'est pas, mais c'est quand même moins. Ça ressort moins. J'ai encore aujourd'hui des clients qui restent dans ce volume, c'est-à-dire que ils vont me demander des chiffres dans un premier rendez-vous en disant sous combien de temps vous allez nous trouver la personne. Moi je suis pas Madame Irma, je sais pas. Voilà. Et quand
souvent, ils m'indiquent, oui, moi, j'ai besoin d'en voir 5-6. Ben, c'est pas moi alors. Ce sera pas mon cabinet, ce sera pas le cabinet Alphea. Nous, on est sur de la qualité. Si j'en présente 3, en tout cas, si on présente 3 profils, c'est que les 3 sont identifiés pour rejoindre l'entreprise et qu'après, on est sur une histoire de matching. On reste dans du recrutement, on reste dans on reste dans de l'humain, heureusement, et donc parfois la personne va peut-être pas cocher toutes les cases, mais il y a une interaction qui s'est passée avec l'entreprise, une envie aussi vis-à-vis de l'entreprise de travailler avec la personne qu'ils ont en face d'eux, et ils vont se dire tiens, oui, il a pas coché toutes les cases, mais qu'est-ce qui m'a donné envie de bosser avec, et heureusement que ça existe encore. Mais avant d'arriver à cette étape-là, on doit, nous, gommer pas mal de traits. En connaissant bien nos clients, parfois on va se dire, tiens, alors nous, dans notre façon de travailler, on transmet un dossier, on fait passer des tests de personnalité, motivationnelle, de job et de management. Parfois, les résultats ne sont pas significatif de la personne qu'on a eue en face. Donc nous, on ne cesse de dire que ce ne sont que des tests à un instant T où il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans les résultats. Et par moment, on se dit, si on envoie tout le dossier comme ça à notre client, on a des clients qui ont des profils dans l'analyse et qui vont se fier aux résultats de tests et n'auront pas envie de rencontrer la personne. Donc parfois, on va filouser, mais pour le bien, finalement, de l'entreprise, en se disant, les tests, on va vous les transmettre dans un temps 2. Rencontrer la personne avant. En fait, finalement, et je me fais la remarque en te l'expliquant, tu vois, Émilie, on arrive peut-être à se dire, on va peut-être arriver, alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, à plus de CV. Mais ça joue aussi dans la confiance avec le cabinet qu'on va missionner, et aussi des équipes, parce qu'alors on parle de cabinet, mais il y a aussi toutes des équipes de recrutement qui travaillent dans des plus grosses structures, mais de pouvoir le faire. Alors, quand j'étais sur la partie recrutement en interne, je connaissais très bien les opérationnels. Quand on déjeune tous les midis ensemble, on les connaît bien. Et donc, sur certains profils qui étaient très pointilleux, qui allaient décortiquer le CV, le décortiquer de façon à trouver la faille. C'était leur objectif. C'est dans un CV, il y a une faille, de toute façon. Ceux-là, je leur disais, je ne te donne pas de CV. Donc, ils le savaient. Et ils avaient le CV après avoir vu le candidat. Parce que je savais que dans leur façon, leur méthodologie de travail, ils allaient décortiquer le CV et qu'ils allaient mener l'entretien de façon à venir conforter le point qu'ils avaient identifié où ils avaient un doute. Voilà. Tiens, pourquoi là, il est resté 6 mois sans rien ? Je suis sûre que... Et ils faisaient des spéculations, voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'essayer de gommer ça et de dire, voilà, quand on connaît bien en disant, mais je te connais, voilà, fais-moi confiance, viens en entretien avec moi, tu vas rencontrer quelqu'un de super et tu auras le CV après. Alors, quand tu parles, là, je vois... une femme très humaine, pour le coup, qui a vraiment... C'est quoi tes grandes convictions ? J'ai la sensation qu'il y a des convictions du genre... tout le monde est capable de faire de grandes choses, une grande ouverture d'esprit. C'est quoi tes socles de croyances ? Est-ce que tu y as déjà songé ? Alors, est-ce que j'y ai songé ? Non, pas vraiment. Donc, on va réfléchir tout haut. On va essayer de ne pas dire de bêtises. Alors ça, c'est vraiment ancré en moi. Je crois en l'homme avec un grand H. Quel que soit le parcours de vie, finalement, il y a toujours du bon. Et j'ai envie d'y croire. Je pense que j'y crois depuis un certain nombre d'années, donc je pense que c'est pas prêt de changer. Et de se dire que quand on donne les moyens à quelqu'un, finalement, il peut réussir. Et dans un bon environnement, et pour l'avoir vécu à titre personnel, pour l'avoir vu aussi, quand on est dans un environnement bienveillant où on nous fait confiance, on est juste la meilleure version de soi-même.
quand on n'est pas bien, et je pense que ça va faire écho à plus d'un, mais quand on n'est pas bien, pas bien dans son entreprise, dans les valeurs, ou avec un manager qui a pas compris notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on est mauvais. Et on lui donne raison, en fait. Mais juste parce que on est... Pour moi, la bienveillance entraîne. Alors, ouais, vous allez me dire, j'ai pas 20 ans, donc des claques, je m'en suis prise et j'ai encore envie d'y croire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme un peu, on pourrait dire, tout le monde est beau, finalement. Il faut juste avoir les bons éléments pour mettre en lumière quelqu'un. Quand il y a la phrase qui dit « l'argent rend beau », oui et non. Enfin, finalement, effectivement, quand on a les moyens de prendre soin de soi, de prendre soin de ses cheveux, de sa peau, on est joli. Et pour moi, c'est pareil en termes de profession. Quand on a un bon environnement, quand une personne a les codes et a bien compris, pourquoi elle pourrait ne pas réussir ? Après, on est dans plutôt des limites de capacité d'intégrer des choses. Mais ça, pour moi, c'est une deuxième partie. Oui, et puis en plus, souvent, effectivement, l'argument de on va gagner du temps en prenant quelqu'un qui connaît le logiciel machin chose ou qui a déjà fait ça ailleurs. Bon, effectivement, sur le coup, on n'a pas la phase de formation au démarrage, mais en réalité, souvent, c'est pas si long que ça, en réalité. Non. Je sais pas ce que tu en penses. Non. Et surtout, on se prive de plein d'autres choses, parce que, en fait, la personne qui vient de l'extérieur, elle a beaucoup plus de recul sur un autre environnement. Elle va pouvoir proposer des process transposés à d'autres secteurs d'activité. Enfin, moi, j'ai pu l'observer parce que j'ai eu la chance de recruter des personnes qui venaient d'autres environnements. Et honnêtement, c'était jamais un échec. Au contraire, c'était beaucoup plus créatif. En plus, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, comme on leur a fait confiance en termes de motivation et d'engagement, on est juste sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je le vois aujourd'hui avec... on sait que l'éducation nationale souffre un peu dans le recrutement. Et j'ai quand même des clients qui s'engagent dans cette voie aujourd'hui, après avoir fait 20 ans d'entreprise. Et j'aime suivre mes clients, donc quelques années après, souvent, j'ai encore des échanges avec eux. Et honnêtement, là où on voit qu'il y a beaucoup de souffrance au travail chez les enseignants, dans les professionnels qui se sont reconvertis, alors de la bonne manière, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas aller dans l'éducation nationale pour avoir les 2 mois de vacances, parce que là c'est une grosse erreur, mais quand on le fait pour les bonnes raisons et qu'on a été peut-être accompagné pour identifier que c'est pour les bonnes raisons, en réalité c'est des personnes qui s'épanouissent, qui ont un regard autre, et du coup qui sont, je pense, aussi très profitables à l'éducation nationale. Donc j'espère, et comme toi, que les choses vont continuer à évoluer. Puis quelque part, si le marché se tend, je pense que, moi j'entends beaucoup, alors on voit qu'il y a des choses qui évoluent. C'est vrai que dans les grandes entreprises du Nord qu'on connaît bien, on voit que les choses bougent un peu quand même sur ces sujets-là, parce qu'ils ont des professionnels de DRH qui sont habitués et qui ouvrent un peu leur chakra sur ces sujets-là. Dans les plus petites structures, je pense qu'il y a encore un peu de boulot, mais ça va le faire, ça va finir par le faire. Ça va le faire parce qu'en plus, quand on échange avec eux sur leurs besoins et quand ils nous font un petit peu l'état des lieux du profil rêvé, la question du savoir-être et de la personne arrive très vite. Donc, finalement, ils l'ont en eux, ça. Ils le savent qu'ils ont besoin de recruter une personne qui va matcher avec l'entreprise, qui va matcher avec l'équipe, qui a un bon savoir-être, quelqu'un d'agréable, de facile. Mais finalement, ils sont vite rattrapés par la partie opérationnelle et de se dire, est-ce que la personne, elle sait faire ça, et au plus on va checker les cases avec des mots précis de maîtrise, au plus ça va les rassurer. Donc voilà, il faut aujourd'hui, il faut rien lâcher et rien lâcher, que ça soit du côté d'un cabinet comme du côté d'un candidat. Il faut croire en soi. Enfin, ça c'est la première devise. Et surtout quand on est en échange avec sa future entreprise, il faut y croire. Parce que c'est la première clé pour réussir. Moi, combien de fois j'accompagne, même dans le cabinet,
des candidats qui vont me solliciter parce qu'ils sont à la recherche d'un poste, d'une nouvelle expérience. Alors soit parce que ils sont sans emploi ou parce que ils ont envie d'écrire une deuxième partie dans leur parcours professionnel. Et en fonction de leur histoire, et je pense que tu vas me rejoindre, moi parfois je leur indique que c'est pas le moment finalement de se représenter devant une entreprise parce qu'il y a encore des petites cicatrices qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas pensées. Et parfois, je leur dis, mais vous voyez, dans un parcours professionnel, 6 mois, c'est rien. Et parfois, il vaut mieux prendre ces 6 mois pour penser sa plaie, pour bien s'armer à nouveau, parce que sinon, on se montre en état de fragilité. Je l'ai déjà vécu en tant que recruteuse, d'avoir, en échangeant avec la personne, et vous voyez, je ne suis pas méchante, hein, donc quand j'échange, d'avoir une personne qui craque, qui en est désolée, et donc on arrête, parce que on se dit, c'est pas le moment, c'est trop frais. Cette personne, finalement, va ressortir de là avec, malgré elle, un sentiment d'échec. Moi, je le dis souvent, préservons aussi ces moments d'échec. La vie nous en donne son petit lot, gratuitement, comme ça, sans qu'on ait rien demandé. Donc, si on peut se les éviter, autant le faire. Donc, c'est toute la bienveillance, en tout cas, moi, que j'accompagne dans mon cabinet sur parfois des moments où c'est pas maintenant. Et c'est pas grave. Il faut se rassurer par rapport à ça. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que s'il y a un trou dans le CV, ça va être la fin du monde. Là, j'ai une cliente qui me disait qu'elle ne mettait surtout pas maintenant, qu'il fallait surtout pas mettre, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir ton avis, l'open to work sur LinkedIn, parce qu'a priori, si on cherche un travail, on est moins désirable. Tu vois, quand on est disponible, on est moins désirable. C'est un peu comme quand on est célibataire. C'est ça. Il ne faut pas mettre de bracelet rouge. Je sais pas. Est-ce que non, c'est quelque chose. Non. Alors après, je pense qu'il y a tout des idées préconçues sur le sujet. En tout cas, nous, quand il y a un open to work en tant que cabinet, on sait que la personne, elle sera forcément plus à l'écoute, plus facilement approchable. Et c'est pas parce qu'on est sur le marché qu'on est moins bon. Ça, je suis convaincue. Hein. Mais voilà, c'est un peu. Il faut pas dire qu'on est en recherche d'emploi là. Donc effectivement, j'ai une cliente qui, pour le moment, alors ça fait 3 mois qu'elle a arrêté. Et pour le moment, elle ne l'inscrit pas sur son CV qu'elle a terminé dans l'autre entreprise parce qu'elle me dit qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas montrer qu'on n'était plus dans l'entreprise. Bon, voilà, ça m'intéressait justement d'avoir ton avis là-dessus. Et en plus, ça pourrait soulever un loup. C'est-à-dire que si le cabinet identifie le profil, qu'il échange avec elle, avec cette personne, et qu'elle lui indique « Ah non, mais en fait, je ne suis plus en poste », ah bon, pourquoi vous ne l'avez pas indiqué ? Et donc, de là, on va creuser, hein, parce que c'est le rôle d'un recruteur, hein, c'est de creuser. Et donc, ça peut la mettre en porte-à-faux, finalement, et de se dire, j'ai l'impression d'avoir usurpé mon parcours professionnel. Non, il faut tout assumer. Et à partir du moment où on assume... il n'y a pas de sujet, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de sujet. Il ne faut pas que ça soit un sujet. Ouais. Moi, ce que j'essaye de travailler avec mes clients, c'est vraiment leur permettre d'être authentique et sincère. C'est-à-dire que pour moi, de toute façon, même si la personne joue bien la comédie, arrive à bien... En réalité, le non-verbal parle. Donc, en fait, je pense que le recruteur va juste sortir en disant « Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas ». Il ne va pas forcément savoir appuyer ça sur des faits, mais va ressentir qu'en face, il y a quelque chose qui sonne faux. Donc pour moi, il ne faut surtout pas mentir, effectivement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de réussir. C'est là où, effectivement, parfois, il faut du temps à le présenter de la bonne manière. Qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Ça a été un échec, qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Ça a été une difficulté, comment je l'ai transformé ? Pourquoi j'ai fait ça de cette manière-là ? Être en mesure de montrer comment ça nous a fait évoluer, grandir, etc. À partir du moment où on fait ça, on peut y aller, quoi. On est d'accord. Mais cette partie-là d'analyse, alors qui, quand on le dit, est juste évidente. Cet exercice, pas beaucoup de personnes, finalement, prennent le temps de le faire.
parce que comme on n'aime pas le vide, et on nous l'a toujours appris, hein, depuis qu'on est tout petit, il faut y aller, il faut s'occuper, il ne faut pas rester assis, du coup on ne prend même pas le temps de réfléchir en disant voilà, cette expérience elle a été ce qu'elle a été, j'en ressors avec quelques écorchures, mais elle m'a aussi permis de venir affiner ce que j'avais envie, ce dont j'avais besoin, que ça soit dans les valeurs, dans l'attente de mon manager, dans mon mode de fonctionnement. Et ça, au fur et à mesure de ces différentes expériences, alors on a deux choix, et c'est un peu... Alors, j'ai pas envie d'être moralisatrice, mais dans la vie, on a finalement deux choix. Soit on avance avec ses blessures et on en fait une force, soit on continue de se flageller, et puis au bout d'un moment, voilà, on n'aura plus de dos. Donc, J'aime bien, moi, dire qu'on a tous des casseroles au cul, mais c'est l'idée, c'est d'apprendre à cuisiner avec. Hein. Voilà, c'est une autre façon de dire. Mais on voit bien, c'est bien schématisé. Ouais, et pour rejoindre ce que tu disais, là, j'ai enregistré hier un épisode de podcast et la personne qui témoignait évoquait justement une sortie de route. Elle était dans une entreprise dans laquelle elle était vraiment bien depuis toujours en fait, mais elle était dans un train en fait, le train des il faut. J'aime bien cette métaphore parce qu'on est truffé de il faut. Hein. Et donc ça faisait je pense 5 ans qu'elle était dans l'entreprise. Elle s'est dit il faut que je change, même si je suis bien, il faut parce qu'il faut que je gagne plus d'argent. Il faut quand on a été en agence maintenant passer chez l'annonceur parce qu'il faut, c'est comme ça, c'est la voie. Hein. C'est des dogmes. C'est des dogmes. Et donc en plus, elle a fait ça conjointement à l'arrivée de son premier enfant. Et donc elle a démarré à l'issue de son premier enfant un nouveau job dans une autre entreprise. Et en fait, elle a énormément souffert. Elle disait même hier, un peu triste, qu'elle avait l'impression d'être passée à côté de la première année de sa fille parce qu'elle était extrêmement stressée par son travail. Elle ne se sentait pas du tout à sa place, complètement... bref, pour plein de raisons. Et bon, en fait, elle rêvait de retourner dans sa boîte et la vie est tellement bien faite que sa première boîte l'a rappelée pour lui proposer d'y retourner. Et donc aujourd'hui, elle a en plus pris du galon dans cette structure, elle est au comité de direction, elle est extrêmement épanouie. Et en fait, hier, on échangeait et je lui disais, mais ce qui est génial dans cette expérience, certes difficile, c'est qu'aujourd'hui, déjà, tu es revenue dans cette boîte, remontée, motivée, consciente de la chance que tu avais, tu as envoyé valser il faut une bonne fois pour toutes, tu sais maintenant ce que tu veux, tu sais t'écouter, en fait, tu t'es fait un beau cadeau, quoi. Bon, alors certes, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ça te permet d'être celle que tu es et d'être en mesure de témoigner aujourd'hui de cette manière-là, et c'est quand même juste génial, quoi. C'est génial, et elle l'aurait peut-être même pas fait comme ça si elle était restée. Bien sûr, finalement. C'est sûr. Elle et donc, jamais limite, eu conscience. C'est dire merci à l'entreprise dans laquelle elle s'est pas sentie bien, parce que ça lui a permis de mesurer la chance qu'elle avait d'avoir l'autre entreprise, et aussi, malgré tout, d'ouvrir un peu son esprit, et parce que quand on est tout le temps dans la même entreprise, on est un peu formaté, on va pas voir comment ça se passe ailleurs, et on pense juste que tout est vérité vraie dans cette entreprise. Parfois, il est bien de regarder ce qui se passe ailleurs et dire non, tu sais qu'on peut faire aussi autrement et d'une autre façon et que ça peut marcher. Donc c'est finalement, même si ça a été pas une année facile, mais riche d'enseignement. Une richesse. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'elle vit intensément les choses avec des nouvelles croyances qui l'accompagnent, mais qui sont un peu plus à son service aujourd'hui. Et par exemple, elle est revenue en prenant à 80%, chose qu'elle n'aurait probablement pas fait avant. Enfin bref. Donc, elle a changé de mindset. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si elle est épanouie comme elle est épanouie, c'est aussi parce qu'elle est passée par cette période difficile. Donc, ça permet aussi de mieux se connaître, en fait. Souvent, un petit peu par défaut, on aimerait s'en passer, mais ces moments difficiles nous permettent de mieux nous connaître et de resserrer l'entonnoir de nos aspirations. Alors, tu nous as dit qu'il y avait donc un marché de l'emploi qui était plus tendu. Est-ce que tu peux nous évoquer les métiers justement en tension qui peuvent être intéressants pour les personnes qui chercheraient à se reconvertir ? Est-ce que tu as des tendances ? Est-ce que tu as connaissance de ça aujourd'hui ? Alors, on a des métiers, effectivement, pas mal dans la finance.
pas mal de métiers dans la finance. Nous, on a une division spécialisée, donc on les connaît bien. On accompagne que ce soit des cabinets d'experts comptables et des entreprises sur ces postes-là. Il y a une vraie pénurie et bon, là, ce qui fait que les candidats sont très chassés et l'ont bien compris. Et donc, il y a une petite surenchère des prétentions actuellement. Mais il y a des métiers sous tension, ce qui sont ceux-là. Et alors, justement, c'est pourquoi il y a ces sous-tensions ? Parce que moi, j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qui fait que ces métiers-là sont sous tension ? Ton avis ? Alors, je pense que c'est pas forcément des métiers qui ont certainement, il y a une quinzaine d'années, peut-être une belle image et fait rêver les étudiants. Et donc, on se rêvait pas tous comptables, quoi. Non, je pense pas, non. Et ce qui est drôle, c'est que alors, dans mon ancienne entreprise, on avait internalisé toute la partie comptabilité et donc j'ai été amenée à recruter une quinzaine de comptables pour le service. Et avec le RAF, on avait, et en tout cas, il avait l'envie de dépoussiérer un peu les codes et de la chemisette avec les 3 stylos à barrette dans la pochette. Et donc, de vraiment de faire une équipe assez fun et ouverte. Et ça existe, et il y en a, et heureusement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui sont vraiment en tension et donc qui sont sursollicités. Enfin, voilà, quand il a modernisé son équipe, ça a créé de la fidélité chez les collaborateurs ? Alors, c'était une création, donc c'est pas évident parce qu'en fait, on crée une équipe, donc Vous appreniez aussi. On apprenait aussi les différents profils. En tout cas, quand on les avait lors des échanges, on se disait bien que ça allait matcher. Alors, ce qu'on n'avait pas identifié, c'est qu'ils avaient une passion commune. C'était tous des bikers. Alors ça, pourtant, promis, c'était pas sur la checklist qu'il fallait que je valide. Donc c'était plutôt drôle. Je crois que sur les 15, il y en avait bien la moitié qui faisait de la moto et il y en a au moins 5 qui venaient à moto. Donc c'était super drôle. Mais après, c'est plus dans le temps. Alors, quand on a une équipe qui est déjà construite, on les connaît. On connaît leur mode de fonctionnement. On connaît ce qui va manquer. Et c'est aussi ce que je pose beaucoup aux clients, finalement, dans une équipe, c'est quel profil, parce que d'avoir les mêmes profils ou des clones, ça marche pas. Que d'avoir des personnes très rouges, très fonceurs, mon Dieu, c'est ingérable. En tout cas, le pauvre manager, il va pas s'en sortir. Donc, on les connaît, donc on sait ce qui manque. Et quand on construit une équipe, c'est un peu moins facile, parce que on va découvrir finalement. Donc, c'est ces métiers-là. Après, non, après, il y a peut-être sur la partie IT. Oui, forcément. IT qui est assez avec le grand boom qu'il y a eu. Aujourd'hui, tout ce qui est consultant SAP, développeur. Eux, ils connaissent pas la crise, hein, clairement. C'est clair. Voilà. Ouais. Alors, autre croyance peut-être, mais qui n'en est pas une, mais j'ai pas forcément le bon chiffre. Aujourd'hui, j'entends souvent dire que 70% des offres d'emploi sont pourvues grâce au réseau. Donc effectivement, ce que je constate, c'est que c'est un levier fort. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs sur ce sujet ? Comment après, moi j'ai quand même parfois des clients qui ont pas, pour certains n'ont jamais passé un entretien de recrutement. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans leur boîte. Ils sont rentrés dans cette boîte-là il y a 20 ans et puis ça s'est fait naturellement. Et donc voilà, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi avec l'envie de changer. Et moi, je leur dis, oui, effectivement, je les fais aller sur LinkedIn, je leur fais travailler un CV, etc. Et je leur explique que, là, maintenant, il va falloir travailler leur réseau, faire parler d'eux, faire parler de leurs projets, échanger, communiquer, etc. Mais qu'est-ce que toi, comment tu conseillerais, toi, des candidats sur ce sujet ? Alors effectivement, il faut en parler et je pense que déjà, quand on parle de réseau, notre premier réseau à chacun, c'est les amis, c'est la famille, c'est les parents, quand on est parent mais à la sortie d'école, déjà en parler en fait, oser.
Oser dire, ben voilà, je me lance, tiens, je veux changer. Et on s'aperçoit, quand on échange sans tabou de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on fait, il y a des connexions qui vont se faire assez facilement. Voilà, d'être ouvert. Alors, pas forcément d'en parler avec sa boulangère. Et quoi ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et en plus, j'ai un exemple pas comme mais vraiment d'oser en parler. Parce que quand on dit réseau, on pense tout de suite à un réseau professionnel en disant « Mais moi, sur LinkedIn, je connais 30 personnes. » Mais c'est pas ça. En fait, le premier réseau de tout à chacun reste son cercle proche, familial, amical, ou de l'école, parce que même si on n'y est pas, mais on y est quand même tous les matins et tous les soirs. Il faut déjà là en parler et puis on va se dire même si c'est pas la personne qui connaît, elle va dire je vais te filer le contact de quelqu'un qui connaît. Et en fait, c'est comme ça que se crée son réseau. Et c'est comme ça qu'on se tisse son réseau. Je pense qu'il faut pas se faire toute une montagne en disant je vais mettre sur LinkedIn, je vais faire des posts. Non, en fait. Voilà, déjà, on peut le faire si ça nous plaît, si ça a du sens pour nous. Mais c'est déjà avoir un réseau avec de la bienveillance. Et donc, en général, sa famille, ses amis ont cette bienveillance-là. Donc, c'est plutôt partir sur ce premier réseau-là naturellement. Et puis, c'est comme un tricot, en tirant le fil, ça va venir tout seul après. Ouais, moi, ce que je conseille souvent à mes clients, en plus, la chance qu'ils ont, c'est que quand ils sont dans le dispositif du bilan de compétences, c'est une période qui est super propice parce que j'ai la sensation que ce qui est difficile pour eux, parfois, c'est d'avoir cette position un peu de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit j'ai pas d'emploi, donc c'est quand même toujours une période super difficile, on va pas se mentir, même si y a pas de raison potentiellement de pas retrouver. Moi, j'ai encore un ami là qui est sans emploi et qui, on le voit, il est très fragile par rapport à ça, il est très anxieux. Et donc, cette position de vulnérabilité, d'expliquer que aujourd'hui, je n'ai pas de travail, j'ai besoin, ça, c'est pas facile à faire. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est d'y aller vraiment, comme tu le dis, dans cette ouverture de partager. Tiens, voilà ce qui m'intéresse, voilà les sujets, qu'est-ce que t'en penses ? Demander l'avis aux autres, demander des conseils, parce que les gens adorent donner des conseils, donc ils vont être très friands de ça. Témoigner de leur expérience, par exemple, s'il y a un métier qu'ils ont identifié qui pourrait leur plaire, ou une structure dans laquelle ils aimeraient travailler. Est-ce que je ne connais pas quelqu'un dans mon réseau qui travaille dans cette entreprise ou qui connaît quelqu'un qui travaille dans cette entreprise et qui accepterait de prendre une demi-heure pour échanger avec moi, pour me parler de l'entreprise, etc., me donner des conseils, etc. Et quand on commence, ce que j'ai observé, c'est que souvent, les premières fois sont super difficiles. C'est pas évident. C'est comme tout. Ouais, c'est comme tout. Je vois que c'est vraiment, pour le coup, souvent une sortie de zone de confort. Mais en fait, après, quand ils le font, ils sont hyper contents. Ils constatent que finalement ils ont passé un bon moment parce qu'en fait vraiment la plupart des gens qui acceptent de jouer le jeu, ils sont bienveillants, ils sont là pour aider et ils sont très contents de le faire. Et souvent, effectivement, comme tu le dis, après coup, ils vont dire tiens, si tu veux, je te donne les coordonnées d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Donc pour ceux qui seraient pas en accompagnement et qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est le réseau, comment je fais, par quoi je commence, effectivement, comme le dit Peggy, à la sortie de l'école, discuter, oser, effectivement, exposer sa situation et demander de l'aide et demander des conseils et voilà, et tout simplement. En fait, c'est le jugement qui freine. C'est que va penser l'autre. On est malgré tout plein de stéréotypes et de se dire oui, t'as vu un tel, il travaille. Oui, mais ça arrive à tout le monde dans son parcours professionnel. On n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien. Je suis obligée de faire un clin d'œil dans cette entreprise dans laquelle j'ai passé 15 ans et l'entreprise qui m'a fait grandir, qui est Camaïeu. Honnêtement, si il y a encore 6 mois même, on m'avait parlé de la suite, j'y aurais pas cru et j'ai même encore aujourd'hui du mal à y croire. Donc, il peut y avoir plein de situations qu'on est amené à traverser, dans lesquelles on n'est pas préparé. Et c'est pas grave en fait. C'est un travail qu'il faut faire soi et puis vraiment de se dire que
on a beaucoup plus de gens bienveillants, je pense. Alors voilà, c'est mon côté un peu utopiste, mais qu'on ne veut y croire en fait. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment cette émotion, je pense, de honte. Alors qu'on n'a pas de raison. Enfin, voilà, tous les salariés, comme tu le dis, de Camaïeu n'ont aucune raison d'avoir honte de leur situation. Mais il y a, encore une fois, plein de croyances probablement autour de tout ça. De si je ne travaille pas, c'est que je suis un fainéant. Ou voilà, j'ai raté quelque chose. Alors on va aller loin. Parfois, peut-être j'ai raté ma vie. Heureusement que la vie ne s'arrête pas au travail. Alors oui, il y a une grosse part parce que dans le schéma économique qu'on connaît, l'équilibre fait qu'on y passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc c'est vrai que du coup, forcément, cet équilibre est transposé dans notre obligation finalement d'atteindre et de réussir. Mais on peut réussir et parfois, c'est vraiment tous ces petites clés de pensée positives, de se dire qu'est-ce que j'ai réussi dans ma journée au-delà du travail. On en a tous forcément dans une journée et heureusement, il faut juste se les rappeler de temps en temps et puis ça nous permet de dormir un petit peu plus léger. Parce que forcément, ce qu'on a raté, on peut se les ressasser, mais ça ne changera rien, on les a ratés de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu pourrais... qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en entretien ? Jouer un rôle. Honnêtement, alors on pourrait avoir des choses un peu plus terre à terre en disant venir en basket, venir... J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, et bien même, on peut aller en basket. Encore une fois, tout dépend. Si vous vous présentez pour un poste de RAF, c'est un peu plus délicat. Mais c'est ne pas jouer de rôle, en fait. Ne pas venir non plus avec un discours préparé. Alors, souvent, ce que j'aime faire, et je me dis que je suis peut-être sadique parfois, mais comme on casse les codes et on a les mêmes méthodos, Émilie, mais dans l'échange, quand j'ai un candidat en face de moi qui je le sens, en fait, dans le non-verbal, quand je lui dis, je veux démarrer, on sent qu'il y a toute une attitude non-verbale où il se dit... Allez, hop, j'y vais et je vais réciter ma présentation. Surtout pas, en fait. Restez vous-même. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez être dévoilé. Donc, quand vous allez arriver en entreprise. Et après, c'est du mimétisme. C'est-à-dire qu'au plus vous allez être vous-même, dans votre simplicité, l'entreprise qui en tout cas l'opérationnel ou la RH qui va être en face de vous, va vous le renvoyer et va vous le rendre encore plus. Et donc, elle va vous donner aussi, elle, des informations sur peut-être les projets d'entreprise, sur l'équipe, sur des changements à venir. Elle va avoir envie de se livrer. Oui, et puis de se dire, il m'a donné des choses de lui, je vais lui donner moi aussi des choses. Parce que finalement, moi, ce que je conseille aussi beaucoup à mes clients, quand ils sont dans des phases de changement, de transformation, de services ou de projets, de gros projets d'entreprise, et ils me disent « je ne vais pas lui dire, ça va lui faire peur. » Non, vous avez raison, vaut mieux qu'il le découvre une fois qu'il a démissionné. Si, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, il faut jouer carte sur table. On ne peut pas demander de la transparence à un candidat si l'entreprise elle-même ne l'est pas. Et inversement aussi, finalement. Tu vois, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une situation récente. J'ai une cliente qui cherchait donc un job. Elle passe les différents entretiens et elle est retenue. Il s'avère que parallèlement à ça, elle était en processus de FIV. Donc, il me semble que le début de son contrat coïncidait avec le début où elle apprendrait potentiellement que la FIV va fonctionner. Et en fait, elle était super mal. Elle me disait « Oh là là, je me sens pas bien du tout avec ça, je leur ai pas dit, etc. » Et donc, elle avait échangé avec d'autres personnes et d'autres personnes lui avaient dit « Mais enfin, tu t'es trop gentille, ça doit pas être un critère.
le fait que tu sois enceinte, ça peut pas être un critère pour pas te recruter, etc., etc. Tu penses trop aux autres, etc. Donc, il avait plutôt incité à ne rien dire, à faire quelque part, si le processus fonctionnait, à attendre les 3 mois pour annoncer. Puis de toute façon, après, comme elle est enceinte, c'est compliqué de la licencier parce qu'on connaît bien les... Voilà. Et moi, quand elle m'a dit ça, bon, déjà, la première chose, c'est que je la sentais super mal. Donc, je lui disais, mais déjà, là, on sent que t'es pas bien, tu vas être mal à l'aise, tu vas pas être toi-même, en fait. Tu vas te sentir, tu vas avoir l'impression de les trahir, etc. Donc, déjà, rien que pour cette raison-là, j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse. Dis-leur. Et en plus, j'ai envie de te dire que s'ils te prennent pas pour cette raison-là, ben moi, je te conseille de surtout pas y aller. Donc, ça, c'est juste le critère qui va te permettre de voir si cette boîte, elle peut te convenir ou pas. Parce que si, en plus, elle partait sur une fonction RH, donc si, en plus, sur ce sujet-là, ils étaient à côté de la plaque, je pense qu'il valait mieux qu'elle quitte, qu'elle y aille pas. C'était donc plutôt une source d'information. Alors, il s'avère que, donc, elle a suivi mon conseil. Il s'avère que, sur le coup, la personne, elle a été quand même assez scotchée. Elle lui a même dit j'aurais préféré que vous ne me le disiez pas et que je le sache après. Et alors, la personne lui a répondu ouais, mais sauf que là, au moins, je suis transparente, vous savez. Et puis, elle a dit si vous choisissez de ne pas aller plus loin, je ne ferai rien, quoi. Il n'y a pas d'engagement. Voilà. Et puis finalement, il a rétropédalé, il l'a rappelé le lendemain pour lui dire qu'il avait réfléchi et qu'il n'y avait aucun problème. Et voilà. Et donc, ça lui a permis d'intégrer l'entreprise sereine, sans avoir l'impression d'avoir menti, etc. Mais tu vois, tout autour de son environnement proche lui avait plutôt dit tout l'inverse. Mais je pense que j'aurais au mot près dit la même chose que toi, parce que en fait, quand on intègre un collaborateur, on intègre effectivement des compétences, mais on intègre une personne avant tout, une personne avec sa vie, avec tout sa situation qui va avec ses projets qui vont avec. Et je te rejoins, si l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de l'entendre et de l'accepter, en tout cas, oui, elle aurait tout à fait raison de ne pas y aller. Et à la limite, c'est de dire merci, effectivement, peut-être à mon futur enfant, de me permettre de ne pas rejoindre cette entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que les miennes. Donc ça, c'est indispensable. Et souvent, et la question qu'on peut me poser parfois, c'est de dire, voilà, je suis divorcée, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, est-ce qu'il faut que j'en parle ? J'ai envie de dire, je ne sais pas. Enfin, après, vous faites-le aussi comme vous le sentez, en fonction de l'échange que vous avez. Est-ce que... La question, c'est pourquoi vous me posez cette question ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est une adaptation d'horaire ? C'est... s'il n'y a pas de conséquences, j'ai envie de dire, vous n'en parlez pas. Enfin, c'est comme si... il y a plein de choses qu'on ne dit pas à l'entretien parce qu'on garde quand même notre jardin secret. C'est toujours de se dire quelle sera la conséquence sur mon prochain poste, dans mon prochain employeur. Effectivement, le cas que tu nous présentes, derrière, il y a un congé maternité. Oui. Et puis, sinon, elle l'aurait tellement mal vécu, la pauvre, alors qu'elle se bat depuis des années pour... Voilà, ça aurait été 2 sentiments et tu l'as tout de suite senti. 2 sentiments complètement en lutte. Contradiction, ouais. Non, je pense qu'elle devait même pas bien dormir de toute façon. Ah oui, c'est exactement ça. C'était censé être une bonne nouvelle parce qu'elle avait ce poste qu'elle voulait absolument, mais en réalité, elle était super mal. Donc à nouveau, s'écouter, c'est hyper important. Après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je pense que le vrai sujet, c'est de savoir présenter les choses, donc d'être sincère et authentique, mais il faut réussir, et c'est là où ça peut être intéressant d'être accompagné, à raconter une histoire qui va être vraie, mais qui va être positive pour soi et qui va donner envie à l'interlocuteur de travailler avec nous. Et c'est vrai que si on est encore dans le négatif, si on s'apprête à vraiment être négatif vis-à-vis de l'employeur... Et puis si on n'est pas transparent, de toute façon, ça se sent. On a une phrase dans notre métier... Et... Voilà, qui est assez répandue, mais c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait, on n'y va pas.
Et tu vois, ça me fait penser juste là, je suis sur en finalisation d'un recrutement d'une personne avec un poste assez important qui a fait le choix de travailler à 80%. Donc je dois l'annoncer à mon client que le bon profil qui a retenu son attention souhaite travailler à 80%. Il y a eu un blanc et je pense comme le process parce que c'est pas une bonne nouvelle, clairement. C'est pas une bonne nouvelle et perturbant parce que pas classique et parce que ouais 80%. Et en fait, je l'ai accompagnée parce qu'elle a été en immersion chez eux et on a fait un débrief la semaine dernière et le sujet est revenu. Et elle l'a exposé mais de façon très simple en indiquant qu'aujourd'hui, elle avait ce besoin dans son équilibre professionnel et personnel, mais elle dit, alors bizarrement professionnel avant tout, d'avoir ce 80%, parce que déjà, elle avait cet équilibre de dire, moi je travaille 4 jours et j'ai 3 jours pour moi. Et dans ce jour pour elle indiquait que ce n'était pas forcément pour ses enfants, c'était pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et son métier nécessitait à ce qu'elle s'ouvre sur d'autres méthodologies, sur la recherche et autres. Et que finalement, et moi je l'ai appuyé en disant, on peut avoir aussi un collaborateur qui est là à 100% physiquement, sur la pointeuse, mais qui ne livre pas 100% de ce qu'il peut donner. Et d'avoir une personne à 80%, on sait que ces 80% seront plus qu'optimisés et qu'elle va fournir peut-être plus de résultats, alors que ce n'est pas forcément quantitatif, ça peut être qualitatif, qu'une personne qui est là à temps complet. Et c'est tout ce dogme en fait, dans lequel on a été éduqué de temps de présence, mais même d'horaire. Moi, je me souviens que j'ai fait une entreprise dans laquelle on m'a indiqué si tu peux arriver avant 8h et fais le tour des plateaux, comme ça tu te montres. Je crois que je suis restée scotchée. J'ai regardé la personne et je me suis dit non, en fait, jamais. Jamais. Voilà. Quitte à ne pas être validée de ma période d'essai, c'est pas grave. Voilà, je suis seule avec 3 enfants, ça me faisait pas peur. mais je me suis dit, mais il y a encore des personnes et des entreprises qui fonctionnent comme ça, de se dire, il faut être là. Ouais. Il faut être là. Il faut à quel point il faut être présent. Ouais. Alors produit pas, c'est pas la question, mais t'es présent, t'es là. Ouais, c'est ça. Non mais carrément. Mais c'est comme, voilà, vraiment le présentéisme, ça fait encore des ravages dans certaines boîtes. C'est assez incroyable. Je le vois avec les témoignages de mes clients. Ça évolue, mais il y a des endroits où pas du tout, absolument pas. Et pour rejoindre ce que tu disais. Alors ce matin j'avais un rendez-vous, puis ma cliente est malade, donc c'était annulé, et j'avais des choses à faire de créativité, et j'étais derrière mon ordinateur et il y avait le syndrome de la page blanche, quoi. Il n'y avait rien qui venait, et j'ai pris mes baskets et je suis allée marcher, et là en revanche tout s'est ouvert, voilà. Et donc moi je pense aussi que après c'est encore un autre sujet, mais je pense que permettre dans les entreprises parfois de faire ça, de sortir, d'aller marcher, de faire autre chose, de s'inspirer en faisant autre chose, c'est beaucoup plus productif que d'être derrière son écran toute la journée de 8h à 20h. On est bien d'accord, mais c'est un peu comme recruter son CV, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt là. Nous oui, on est prête, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Ouais, bon, je sais. Je pense qu'il n'y a pas que ces sujets-là sur lesquels on serait en phase et où on serait un peu des utopistes. On te parle d'être un peu utopique, toi, parfois? On te dit ça? Moi, on me le dit. Oui, alors on me le dit pas, parce que je pense qu'on n'ose même pas me le dire. Ça, c'est un autre problème. Je crois qu'on n'ose même pas me le dire. Mais parce que en fait, je pense que j'ai tellement ça en moi que je peux emmener, en fait. J'emmène et je pense que c'est après coup, ils se disent, elle est gentille, mais c'est peut-être pas... Mais c'est pas... En fait, c'est pas grave. Voilà, il y a plein d'éléments dans notre parcours de vie qui nous font grandir, qui nous font changer, qui nous font...
on a envie d'y croire. Et voilà, moi, je suis intimement convaincue que, en général, quand on se dit, c'est quoi les clés pour trouver du boulot, pour réussir, la première clé, c'est vous, en fait. C'est vous, c'est en vous. C'est en vous, voilà. Quel beau clin d'œil. Bon, tu me donneras le petit chèque à la fin. mais c'est ça, en fait, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Alors, et encore une fois, on peut se lamenter au fond de son canapé. Moi, j'échange aussi avec beaucoup de personnes qui sont dans des entreprises qui leur convient pas du tout. Mais ce confort plus que c'est financier, clairement. Cette sécurité, c'est de rester. Et voilà, je sais, alors pourtant, je l'affectionne énormément, à cette personne à qui j'ai travaillé. Et quand elle le sait, où elle me redit tout ce qui ne va pas, j'ai osé lui dire une fois, je veux plus que tu m'en parles, en fait. Parce que tu changes pas, tu bouges pas, tu fais rien. Voilà, je t'ai donné les clés, elle a été accompagnée, pas par moi, mais par une personne externe. Elle sait ce qu'il lui faut qu'elle fasse. Donc à un moment, je lui dis, j'ai plus envie d'être l'épaule. Alors vous voyez, je suis pas toujours utopiste, mais j'ai plus envie d'être l'épaule sur lequel elle va s'appuyer. Parce que j'ai tellement envie qu'elle... Mais là, tu sors du triangle infernal bourreau, victime, sauveur, parce qu'elle se présente en victime. Et là, tu veux pas être le sauveur. Non. Voilà. C'est une forme de responsabilité. Tu sors du triangle. Je lui dis, maintenant, j'ai plus envie. Alors, on peut parler plein de trucs, mais on peut aller manger, boire un verre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste pour me parler de ce que tu vis, que je sais, je l'ai vécu, non, en fait. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. Et alors, oui, on a des profils où les personnes auront cette capacité à le faire de façon plus rapide, d'autres où ça sera plus lent. Le problème, c'est qu'au plus on traîne, au plus derrière, il y a des conséquences qui sont après... qui nous dépassent, qui sont médicales. Voilà, quand on parle du burn-out, alors je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre, mais on est vraiment c'est une maladie. Le mot a été posé, mais il y a plein d'éléments, un peu des signes avant-coureurs, mais il faut les entendre, il faut les accepter, et puis encore une fois, de se dire... si on n'est pas bien au travail, si on ne se sent pas à sa place, finalement, il y a tout le reste qui gravite pas bien autour, parce qu'on est moins ouvert avec notre entourage, moins de patience, Donc, on ne peut pas banaliser la reconversion professionnelle, elle est importante, il faut la faire et il faut prendre le temps de la faire, et puis s'accompagner aussi des bonnes personnes, prendre le temps de faire un bilan de compétences. Et aujourd'hui, je pense que les personnes ont bien compris tout l'intérêt. Et aussi de se dire, je ne suis pas tout seul, et on peut aussi, en tant que cabinet de recrutement, accompagner. Parce que parfois, on se retrouve, et tu l'as dit, sur le marché de l'emploi, dans un univers qu'on n'a pas connu, parce qu'on peut avoir un parcours professionnel fait de différents postes, par de la cooptation, par du réseautage, et jamais eu vraiment à être confronté à rien. On est aussi souvent on oublie, on se dit un cabinet de recrutement, c'est essentiellement le client qui va faire part à un besoin. Non, en fait, on est aussi là pour accompagner un candidat, pour lui donner des pistes. Alors parfois elles vont aboutir, parfois elles vont pas aboutir. En tout cas, ça fait partie du réseau, c'est-à-dire que c'est le réseau, c'est le réseautage, c'est ce que ça. Je conseille et vraiment on fait partie du réseau. Clients, d'aller rencontrer des cabinets, exposer ce qu'ils ont envie de faire, leurs projets. Demander des conseils au cabinet, comment est le marché, etc. Enfin, vraiment, encore une fois, une sorte de conversation, d'échange, tout simplement. Et en tout cas, nous, dans notre quotidien, on le fait régulièrement. Alors, ça peut être un échange de 30 minutes par téléphone, d'une personne, soit qui va quitter la région, qui va arriver je bégaye, ça y est, sur l'île, et elle connaît pas du tout le secteur, elle connaît pas le marché.
c'est de se dire, je vais discuter avec le cabinet. Et puis si l'approche me plaît, parce qu'on reste dans du relationnel, si l'approche me plaît, je vais avoir envie de le rencontrer, de lui faire confiance, de lui donner mon projet aussi et que ce projet soit aussi entre ses mains. Alors on est là pour accompagner, on est là dans un rôle de facilitateur. Je ne vais pas faire. Mais c'est ça qui est important parfois, où on peut dire on peut avoir quelque chose de clé en main. Non, il y a toute une démarche et d'initiation qu'il faut aussi impulser. En revanche, moi j'ai pour envie, c'est de changer un peu l'image qu'on peut avoir des cabinets de recrutement. Et c'est pour ça que moi j'ai rejoint il y a un an le cabinet Alphea pour en faire la version, et j'ai la chance qu'on me donne la possibilité de le faire, de faire la version dont j'ai envie, en adéquation aussi avec le moment. Donc ça, c'est important. Alors, on va clôturer. Je pense qu'on est... Ah oui, 1h13. Je savais qu'à 2, ça durait plus longtemps qu'1 heure. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner aux auditeurs ? Alors, le dernier conseil, il est peut-être un peu... ce sera la finalité de toute façon de notre échange, mais... Si vous avez l'intime conviction que votre place n'est pas forcément là où vous êtes aujourd'hui, changez. Vraiment, osez. Il y a plein de démarches, il y a plein de petits paliers avant de tout envoyer voler et puis de changer de région et changer de vie. Mais voilà, ça va être un bilan de compétences, ça va être un échange avec un cabinet, ça va être de parler. On a parlé du réseau, de parler autour de vous, de ce qui vous trotte dans la tête. Parfois, même votre conjoint n'est pas au courant. C'est vrai. Faut lui en parler en disant voilà, tiens, il y a un truc que j'aurais toujours aimé faire. Et si vous en avez envie, c'est qu'au fond, vous savez que vous avez l'appétence et les compétences pour. Il faut juste l'écrire et puis vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être un poste qui vous fait rêver. C'est peut-être de mettre noir sur blanc et puis en disant en fait contrôle de gestion, si je suis pas amie avec Excel, ça va être compliqué quand même. Mais il y a des moyens après pour être amie et pour se former, mais il faut le verbaliser, il faut l'écrire. On se dit quand on couche les choses aussi sur papier, ça fait aussi du bien. Donc voilà, si c'est le mot, toujours dans cette note utopique. Mais voilà, avec beaucoup de bienveillance pour chacun d'entre vous. Merci Peggy. Avec grand plaisir, merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous avez dû passer un très bon moment. Alors, auditeurs qui recherchent un emploi, n'hésitez pas à contacter Peggy, à regarder les offres d'Alphea Conseil, peut-être en ligne. Et les entreprises qui pourraient être touchées par le message qu'on a porté dans cet épisode et qui souhaitent confier leur recrutement à un cabinet qui a une vision moderne et qui va vous proposer des talents, des pépites, contactez Peggy. Merci Peggy à toi pour cet épisode et puis j'espère qu'on pourra renouveler cette expérience, c'était vraiment chouette. Avec C'est en vous, révélez-vous.